Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live chat Ramsay Général de Santé, organisé aujourd'hui autour des premiers jours de bébé. Et pour répondre aux questions très nombreuses que vous ne manquez pas de vous poser sur ce sujet, nous accueillons, donc venu de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, le docteur Hossein Arbaoui, pédiatre, bonjour. Et Angèle Rosalie, sage-femme. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci Bonjour. pour votre présence, qui va, je pense, rassurer beaucoup d'internautes. Alors, à commencer par Lana. Donc, Lana qui nous dit que son bébé a pris 456 grammes le premier mois, qu'il est exclusivement nourri au sein. Et donc, elle se demande si c'est nécessaire de faire un complément. Et si oui, combien en grammes pour un biberon par jour, et quelles pourraient être les conséquences pour la santé de son bébé d'une prise de poids basse. Alors est-ce que c'est grave et est-ce qu'il faut complémenter avec un biberon? Pour répondre à Lana, déjà, il y a le premier point qui est positif. Donc, il y a déjà une prise de poids qui a été faite le premier mois. Donc, déjà, c'est déjà pas mal, hein, sur l'allaitement maternel. La deuxième information qui manque, en fait, au niveau de la question, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le poids de naissance du bébé. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il a pris du poids. On sait qu'il y a une prise journalière les premiers jours, le premier mois qui se fait, c'est entre 20 et 30 grammes par jour. Donc ça c'est une prise de poids. Il est un petit peu en dessous, mais il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Déjà s'il prend, vous considérez que c'est un bon signe? C'est un très bon signe. Même peu? Mais il prend. Donc pas de... C'est une alimentation qui est quand même... qui est plus particulière, qui nécessite plus de temps. Donc les bébés prennent moins vite et puis on ne peut pas quantifier de façon plus systématique. Donc ça inquiète beaucoup plus les mamans. Il faut se faire confiance, c'est important. Si un bébé a l'air bien, fait bien pipi, fait bien caca, ça veut dire que déjà c'est des super bonnes informations ça. Donc, a priori, pas d'inquiétude déjà et pas nécessairement de complément pour l'instant. Après, il faut voir avec son pédiatre et la PMI, mais je ne suis pas inquiet. Donc voilà, elle continue comme ça, c'est bien. C'est vraiment, elle trouve un plaisir pour donner le sein. Et donc voilà. D'accord. C'est à suivre. Alors, Fatih, à l'inverse, donc elle, a priori, ne veut pas allaiter à la maternité. Donc, elle voudrait savoir comment ça va se passer. Du coup, si on ne veut pas allaiter, concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? C'est son choix. Il y a beaucoup de mamans qui décident de ne pas allaiter dans les premiers, leur bébé. Nous, on est habitués à ce type d'allaitement et donc on va lui proposer un biberon à ce petit bébé dès la salle de naissance, la plupart du temps, dès qu'il va commencer à montrer des signes. Pour chercher un petit peu, il va réclamer à manger, donc on va lui proposer un biberon. Et ensuite, on expliquera, on a tout le séjour pour expliquer aux mamans. Nous, on a des biberons tout prêts à la maternité, mais ensuite, on va expliquer aux parents, on va leur donner des informations pour la préparation du biberon, l'hygiène et la suite, l'évolution de l'alimentation du bébé qui est nourri au biberon. Voilà. Et un traitement pour la maman aussi. Et un traitement pour la maman, pour éviter de se retrouver avec des seins trop importants qui peuvent être embêtants quand on n'allaite pas. D'accord. Et si on a décidé de ne pas allaiter, donc on a pris le traitement, c'est réversible, on peut changer d'avis ou c'est compliqué? On peut changer d'avis, c'est pas irréversible, ça dépend des mamans, ça dépend du contexte, ça dépend de l'âge du bébé. On peut changer d'avis, mais il ne faut pas trop tarder non plus. D'accord, oui. Maintenant, ce n'est pas le premier jour qui va tout changer. Donc voilà, et ça dépend effectivement si on a déjà commencé à prendre le traitement, quel type de traitement. Donc, mais ce n'est pas du tout irréversible. D'accord. Donc elle peut encore se laisser le temps. Elles peuvent parfois réfléchir, mais il y a peut-être un compromis. Parce que parfois quand le bébé est là, on change d'avis dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il y a quelque chose qui peut être proposé, en tout cas c'est fait chez nous, pour des mamans qui doutent. Parfois mettre un bébé au sein, ça paraît très spontané pour certaines personnes et pas pour d'autres. Parfois on ne sait pas quand c'est un premier enfant si ça va nous convenir ou pas. Et on propose en salle d'accouchement la tétée d'accueil. Donc on met le bébé au sein une fois, on voit comment ça se passe, si la maman se sent à l'aise et en fonction de ça, elle peut faire son choix. Elle n'a pas besoin de choisir vraiment à l'avance.
c'est pas nécessaire de venir avec sa décision définitive. D'accord, oui, c'est ça, il faut se laisser le temps exactement. Les choses s'installer tranquillement. Voilà. Alors, question de Schkit 59, je pense. Ma fille de 2 mois est actuellement sujette aux coliques du nourrisson. Est-ce que je peux changer l'eau utilisée pour ces biberons? Donc, elle précise que pour l'instant, elle utilise Monroucou. D'accord. L'eau, effectivement, c'est bien. Il y a certaines eaux qui vont convenir à des bébés plus qu'à d'autres. C'est bien de varier. Déjà, pour l'apport des bébés, ce ne sera pas le même dans une eau que dans une autre. Donc, ça peut être intéressant de varier. Et effectivement, il y a des eaux qui vont être moins bien tolérées par certains bébés. Donc, elle peut changer. Qu'elle se laisse quelques jours quand elle change pour que le bébé ait le temps de s'adapter et pas changer toutes les 24 heures. Sinon, elle n'aura pas des résultats très cohérents, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de recul nécessaire aussi pour voir pour l'évolution des coliques. De toute façon, sûrement, on va revenir pour aborder le problème des coliques. Probablement, c'est un problème récurrent et c'est le nœud de la périculture. De toute façon, surtout, c'est un problème qui touche dans notre société occidentale pas mal d'enfants, en fait, le ressenti des parents. Et en même temps, il y a les coliques aussi, le fourre-tout. Donc, on peut mettre tout sur les coliques. Dès qu'un bébé pleure, c'est les coliques. Pour nous, il y a des coliques. Donc, sûrement, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, mais c'est bien de changer de l'eau. De toute façon, il ne faut pas rester sur une seule marque, entre guillemets. D'accord. Donc, on change de temps en temps et on laisse quelques jours pour avoir le recul nécessaire pour voir si vraiment l'enfant s'améliore ou non. D'accord. Alors, une question d'Anne. Quels sont les 3 bons réflexes à avoir en rentrant à la maison? Alors, ça peut être... C'est une question intéressante. Il y en a beaucoup des réflexes à avoir, mais en tout cas, je pense que ça peut être très simple. Je pense qu'il faut se reposer. Et ça, on oublie. Donc, dès que possible, on dort. On dit de dormir le plus possible dès que son bébé se repose. Surtout si c'est un bébé allaité. On sait que maintenant, les bébés sont à la demande. Donc, ils réclament. Dès qu'ils réclament, on peut leur donner. Donc les parents sont très fatigués et c'est ce qui revient très souvent chez les papas et les mamans, c'est la fatigue extrême. Donc dès qu'on peut, on fait une sieste. Il faut s'entraider aussi, c'est ce qu'on dit souvent, ne pas hésiter à accepter l'aide de la famille autour, s'entraider dans le couple. Pouvoir s'aérer l'esprit ou se faire à manger mutuellement quand on a besoin d'aide. Les mamans, elles sont très surchargées, donc il faut que les papas participent activement. Ça, c'est hyper important. Et se faire confiance, surtout. Parce qu'on est plein de doutes, on lit beaucoup de choses, donc on cherche les réponses ailleurs et parfois les réponses, on les a et elles sont simples et on connaît mieux. Chaque maman connaît très bien son bébé, même s'il lui faut du temps pour le découvrir petit à petit, mais il faut se faire confiance. Même pour un premier bébé. Même pour un premier. Je pense qu'il faut vivre le joie de la grossesse et de la naissance le plus simple possible. N'hésitez pas de demander de l'aide. Oui. Voilà. Il ne faut pas se surestimer. Exactement, il faut se faire confiance. Oui, exactement. Ça peut être de l'aide aussi pour les autres enfants, dans le cas où il y a des aînés, de l'aide pour la maison, voilà, juste... Pour les courses, pour parfois pouvoir faire une petite sieste d'1 heure si... Il y a du monde autour pour garder le bébé, ne serait-ce qu'1 heure, faire un petit câlin et la maman peut se dire bon, il est entre de bonnes mains, moi je peux relâcher la pression un petit peu. Et voilà. D'accord, donc ce sont de très bons conseils. Alors, une question de Laura, 31, en fait elle a posé plusieurs questions, donc je vais vous lire ces 3 questions principales et puis vous allez lui répondre globalement. Alors, la première question, donc elle précise qu'elle a un fils de 3 semaines, qui boit des biberons entre 110 et 150 millilitres, donc elle lui donne à la demande. Mais souvent, arrivé à 90 millilitres, il a encore faim, mais il a du mal à avaler son lait, comme s'il y avait un trop-plein, alors qu'il est encore en demande. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment différencier le RGO des coliques classiques du nourrisson? Mon fils fait des bruits bizarres, notamment la nuit, du style bruit de déglutition ou encore raclement de gorge. Et troisième question, ma sage-femme ne me conseille pas de prendre mon fils, né le 15 octobre, lors de mes déplacements dans des lieux publics comme centres commerciaux, supermarchés, etc. Et cela de novembre à mai. Alors est-ce que vous confirmez, car c'est un peu embêtant d'attendre que mon mari rentre du travail pour aller faire les courses? Alors, Laura elle aborde par ces questions plusieurs problèmes qui touchent le nouveau-né les premiers jours. Le premier problème en fait, qui est posé, c'est la quantité qu'elle donne du lait les premiers jours.
Si j'ai bien compris, donc elle donne le lait artificiel, en fait, le lait c'est du biberon. Oui, oui, oui. C'est du biberon. Entre 120 et 150. Entre 110 et 150, et à 90, il continue à réclamer, mais elle a l'impression qu'il en peut plus. En termes de quantité, ça paraît énorme. Et il est à la demande, donc ça peut être... Ça paraît en fait une quantité très importante. Pour l'âge à cet âge-là, 3 semaines, généralement on est aux alentours de 90 millilitres. Hein. Donc il boit trop a priori. Ça fait trop et ça peut générer en fait une symptomatologie de colique et de trop plein. En sachant que l'estomac du nouveau-né est limité, quand il prend 90 millilitres, c'est l'équivalent pour nous de prendre 1,5 litre d'un coup. Donc vous voyez les conséquences. Si nous on prend 1,5 litre d'eau d'un coup, donc on demande à l'enfant de faire pareil. C'est normal, ça va générer des coliques, ça va générer ce qu'on appelle la symptomatologie de reflux, tout ce qui est regurgitation et rejet par la suite, et l'inconfort du nouveau-né en termes de sommeil, et l'inconfort qu'il génère dans l'entourage, chez la maman et chez le père, bien sûr. Donc tout ça, ça me paraît quand même des quantités très importantes. Moi, je demande à Laura de demander conseil auprès de son pédiatre, auprès de son service de PMI, la sage-femme aussi, pour avoir déjà régulé en termes de prise de biberon. Parce qu'elle a l'impression qu'il est encore en demande. Mais... Parfois, il faut attendre un petit peu aussi. Alors déjà, ça peut être intéressant de faire des pauses dans le biberon. Il y a des bébés qui boivent très vite, comme on dit cul sec presque, mais d'autres qui prennent beaucoup plus de temps. C'est bien, même s'ils sont en demande, de les faire patienter un petit peu. Ça permet de faire un petit row, ça permet de commencer la digestion plus tranquillement. Il y a des bébés qui, finalement, pendant le biberon, même s'ils ont bu assez, ils continuent à vouloir téter, finalement, parce que ça les rassure. Et donc, on se dit, ils ont encore faim. Non, peut-être un petit câlin, de temps en temps, ça va leur suffire pour, finalement, avoir le temps de commencer leur digestion et, du coup, se calmer dans les bras de leurs parents. Et, voilà. Donc, elle essaye plutôt ça. C'est pas parce qu'il tète ou il cherche à téter qu'il a forcément faim. Parce qu'on sait bien que le premier réflexe chez le bébé, c'est la succion. Donc, il y a la succion nutritive et la succion plaisir. Donc, voilà. D'accord, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça concernait donc le RGO, reflux gastro-œsophagien. Comment on le différencie des coliques et les petits bruits qu'il fait? Est-ce que c'est ça? Je pense que d'après ce qu'elle dit, c'est un RGO qui est généré par les quantités importantes qu'il ingère. Donc là, vraiment, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle, en termes de quantité. Faire la différence entre les coliques et le RGO, c'est vraiment une symptomatologie globale. Parce que le reflux, c'est des rejets. Les coliques, c'est plutôt des pleurs incessants chez un enfant qui est inconfortable. Donc, mais ça revient. C'est les mêmes symptômes qui touchent pratiquement. C'est le même problème, si on peut dire ça. Si elle règle le problème des biberons, tout va s'arranger. Ça va s'arranger par la suite. Quant au bruit, les bébés en dormant, ils font énormément de bruit. Et donc, quand on n'est pas habitué et que c'est un premier enfant, c'est très déroutant pour les parents parce qu'ils ont l'impression que leur bébé va pas bien parce qu'il fait des bruits en dormant. Mais c'est tout à fait normal. C'est des bruits auxquels elle va aussi s'habituer. Il a que 3 semaines, donc il faut lui laisser du temps. Et ça, c'est un autre problème qui est abordé, c'est le sommeil du nouveau-né. On sait que le nouveau-né des premiers mois, il dort pratiquement 17 heures par jour, que c'est des phases de sommeil. Il a 2 phases de sommeil, une phase calme et une phase agitée, qui s'alternent au bout de 50-70 minutes. Et dans la phase agitée, l'enfant, il fait des bruits, il fait des grimaces, il fait des sourires. Donc ça, il faut s'habituer. Donc c'est une évolution normale, en fait. Hein. Ça fait partie de sa vie. C'est pas forcément les coliques ou le RGO. C'est pas forcément des coliques, hein, parce que voilà, c'est sa vie normale. Et donc la dernière partie, donc les lieux publics pour les je pense qu'il faut mesurer en tant que professionnel. On se dit toujours qu'effectivement, dans l'idéal, pas aller au centre commercial si c'est pas nécessaire. En pleine épidémie de grippe, c'est pas la peine sur des tout petits bébés de prendre ce genre de risque. Maintenant, on est tous pareils, il faut manger, il faut se nourrir, voilà. Il y a les autres enfants dont on doit s'occuper parfois aussi qui demandent faut bien les emmener à l'école. Donc je pense qu'il faut être mesuré dans nos propos. Si c'est nécessaire de sortir, on le fait. Ça fait du bien aussi au moral pour les mamans. Maintenant, c'est pas une obligation. Et effectivement, aller au centre commercial pour une promenade, il y a peut-être d'autres endroits où on peut se promener, effectivement, faire prendre le grand air à son bébé, même en hiver s'il fait froid, bien couvert, par contre, ça c'est important.
Voilà, si on doit sortir dans le centre commercial et que le bébé est tout petit, ça peut être intéressant de trouver aussi des alternatives à le cosy qui est juste devant le nez de tout le monde sur la poussette, c'est peut-être pas l'idéal, mais une écharpe, le bébé dans l'écharpe, il est bien couvert, il est contre sa maman, personne va aller lui tousser sur le nez. Voilà, donc peut-être qu'on peut trouver ce moyen-là comme alternative. Par la dernière question, en fait, Laura, c'est ça, Laura 31, oui. De toute façon, nous fait penser à autre chose parce que là, en ce moment, on est en pleine période de bronchiolite. C'est l'infection qui touche les jeunes nourrissons. C'est une infection respiratoire qui touche essentiellement les poumons. Ce qu'elle pose par ces questions, c'est la prévention, en termes généraux. Donc, pour prévenir ce genre d'infection respiratoire, et essentiellement la bronchiolite chez les jeunes nourrissons, c'est les précautions d'usage. C'est éviter les sollicitations extérieures, les transports en commun, les lieux publics, les hôpitaux, quand on a des enfants en bas âge. Après, il faut sortir. Oui. Donc, voilà, on ne peut pas empêcher une maman de mettre la main dans la bouche quand on tousse, les règles d'hygiène de base. Les règles d'hygiène normales, en fait. On ne peut pas empêcher une maman de lui dire, voilà, vous ne pouvez pas sortir, ça c'est impossible. Oui, et puis c'est peut-être pas souhaitable parce qu'elle va craquer moralement. Je pense. Mais une maman qui est malade, elles ont peur, parfois elles ont un rhume, elles ont peur de s'occuper de leur bébé. Voilà, il faut se laver les mains, mais on ne va pas laisser cette tâche à quelqu'un d'autre parce qu'on a un rhume. C'est du bon sens. Voilà. Oui. Tout simplement. Alors, question de Laurence. Mon bébé de 4 mois refuse de prendre le biberon. Je l'allaite, mais je souhaiterais introduire le biberon progressivement en vue de la reprise du travail. Toujours la même question. Ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui s'interrogent. Alors déjà, dans l'idéal, c'est mieux si c'est quelqu'un d'autre qui lui donne le biberon. Parce qu'effectivement, si elle reprend le travail, c'est pour que ce soit quelqu'un d'autre qui lui donne et pas elle, puisqu'elle va retourner travailler. En fait, les bébés, ils ne comprennent pas, ils ont été allaités et d'un coup, leur maman, elle veut leur donner une tétine. C'est quand même beaucoup moins agréable et beaucoup moins confortable que d'être contre leur maman et qui leur parle et qui le regarde. Donc il faut y aller progressivement, dans l'idéal peut-être donc tirer son lait et lui donner ce lait maternel. Parfois il y a des bébés qui acceptent mieux une tétine qu'une autre, une forme qu'une autre, donc peut-être essayer ça, et que ce soit peut-être le papa qui donne le biberon, déjà pour essayer. Faut que maman elle change de pièce peut-être, parce que s'il voit sa maman aux alentours, il ne comprend pas que ce ne soit pas elle qui lui donne à manger. Oui, peut-être qu'il refuse juste avec elle et qu'avec quelqu'un d'autre. Et il faut prendre le temps de faire plusieurs tentatives, c'est souvent pas en une fois, ils n'acceptent pas tout de suite, donc il faut prendre du temps et il faut réitérer l'expérience plusieurs jours consécutifs. Voilà. Et se dire qu'ils finissent tous. Ils vont y arriver. Par le premier. Exactement. Donc voilà, elle va y arriver. Voilà. Alors, question de Mag. Est-il possible de sortir avec un bébé de 1 semaine? Donc vous l'avez déjà un petit peu dit. Et si oui, comment l'habiller? L'habiller normalement, de toute façon, il faudra... C'est vrai qu'il fait froid. Voilà, il faut le couvrir. Il faut le couvrir. Chaudement, pour l'instant, vu la saison, là on arrive à des 2-3 degrés, effectivement, il faut bien le couvrir. Toujours un bonnet sur la tête, ça c'est essentiel, parce qu'en fait on voit des bébés qui sont emmitouflés, les moufles et tout ça, ils ont la tête à l'air. Et en fait un bébé il se refroidit essentiellement par le crâne. Et donc c'est important qu'il ait capuche, bonnet, qu'il n'y ait pas de courant d'air, voilà. Mais ne pas hésiter, effectivement. C'est comme nous, en fait. Ils ont la même température. En fait, ils sont après le 7e jour, c'est la même température. Sauf qu'ils ne bougent pas du tout. Alors, voilà. c'est vrai donc, il faut bien les couvrir. Là, il fait froid, il faut bien les couvrir. Quand il fait chaud, il faut les découvrir. Oui. Voilà, c'est assez logique. Comme nous, finalement. On se pose des questions pour eux, mais c'est comme nous. Si vous avez chaud, ils vont avoir chaud aussi. Voilà. Alors, question de Mel 80. Mon bébé a plein de petits boutons sur le visage, mais pas sur le corps. Comment s'en débarrasser? Qu'est-ce que c'est ces petits boutons? Des petits boutons comment déjà? Il a quel âge? On ne sait pas. Il faut voir. Petit bouton, ça ne veut rien dire. Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une éruption, ça peut être un eczéma. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça peut être les petits boutons blancs qui sont considérés, comme on dit, un peu l'acné du nouveau-né. Oui. Ça peut être un eczéma, ça peut être... voilà, il faut voir. L'âge, on n'a pas l'âge de l'enfant. Oui, sans l'âge et puis sans voir le bouton, c'est difficile. Mais là, c'est simple, elle voit avec son médecin. Oui, donc vous lui conseillez d'aller voir le pédiatre, exactement, qui va la renseigner. Alors, Esther voudrait savoir si avec son bébé de 2 mois, elle peut alterner lait maternel et lait artificiel. Oui, elle peut. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de contre-indication. Il faut qu'elle intègre doucement le lait artificiel, parce que si le bébé a été allaité exclusivement jusqu'aux 2 mois, il ne faut pas lui mettre d'emblée
des quantités importantes de lait artificiel, il risque d'avoir du mal à s'en accommoder. Donc c'est comme tout, il faut faire progressif avec un nouveau-né, en fait, avec un bébé en bas âge. Il faut voir pourquoi, mais après ça reste un choix. Bon, il n'y a pas de règle en fait, il faut le faire d'une façon progressive. Alors, Gigi, 71, n'a pas encore accouché, mais elle voudrait savoir ce qui était recommandé comme type de soins pour l'hygiène du nouveau-né. Alors, soins cheveux, soins corps, lait hydratant, liniment pour le change. C'est vrai qu'il y a plein de choses disponibles dans le commerce. Alors là, on a des milliers de produits. Ces informations, elle l'aura dans la préparation, les cours de préparation à la grossesse. De toute façon, c'est son gel. À la maternité, on en parle. Après, il n'y a pas de marque particulière. Vous savez, autour de la puériculture, il y a énormément de choix. Chacun fait en fonction de ses convictions, de sa propre peau plutôt. On sait qu'il y a des parents qui disent « Moi, je fais très attention parce que moi, j'ai une peau moi-même fragile. Donc, voilà, il y a des bébés qui tolèrent très bien beaucoup de produits. Donc non, ça va dépendre. Elle va faire ses propres choix et en fonction du bébé aussi. Je pense qu'il ne faut pas, avant, se poser... En fait, il ne faut pas se faire trop de choix avant que le bébé soit là. Parce qu'il demande beaucoup d'adaptation tout petit. Voilà. Mais la base, la seule chose indispensable, c'est un produit pour la toilette. Un petit savon, voilà. Souvent qui d'ailleurs fait cheveux et corps en même temps pour la plupart des savons bébés. Voilà, un peu de sérum physiologique. Voilà, il y a des basiques à avoir à la maison, quelques compresses. Voilà, les soins du cordon, c'est pareil, on va lui expliquer tout ça de toute façon, à la maternité. Ces conseils, elle les aura après la naissance, les premiers jours. Elle va rester 1 mois, 3 jours, ensuite 2 couches. Donc elle aura ces conseils par les auxiliaires de puériculture, par l'infirmière, par les sages-femmes. Qui seront adaptés donc, à son bébé. Qu'elle ne stresse pas. Tout va lui être expliqué, montré. Tranquillement. Donc on n'est pas obligé d'acheter à l'avance. On peut les acheter après. Oui, ce qu'on achète à l'avance, on ne l'utilise pas toujours. Exactement. On a à la maternité. On peut faire des économies qu'elle attend. Ce qu'on ouvre à la maternité, elles repartent avec les mamans. Donc elles ont des produits déjà, voilà. Donc pas de stress sur ces questions-là. Non, pas de stress du tout. Alors, Mel 80, mon bébé n'a pas fait caca depuis 4 jours. Comment faire? Peut-on utiliser de l'épar? Alors, elle ne précise pas l'âge. Voilà, j'allais vous dire, premièrement l'âge et deuxièmement, quel mode d'allaitement. Voilà. Est-ce qu'il est au sein? Alors on nous dit qu'elle a 1 mois. 1 mois. Et quelle alimentation? Est-ce qu'il est au sein d'allaitement? Ça, je ne sais pas si elle a donné cette info sur l'alimentation du bébé. Si elle est en ligne, par définition, c'est un problème qui est assez fréquent chez une nouveau-né, que ce soit en mode d'allaitement maternel ou artificiel. S'il n'y a pas de conséquences secondaires type de ballonnement abdominal, des vomissements, ça reste banal. L'enfant, il peut faire une selle pendant 1 semaine sans être dérangé. Il n'y a rien d'inquiétant. Sans être dérangé. Donc voilà. Après, utiliser une marque un petit peu spécifique d'eau, c'est à voir. Peut-être déjà changer son eau sans passer forcément directement par peut-être changer pour voilà. Après, s'il est bien, s'il ne souffre pas, voilà. Donc c'est souvent les parents qui sont plus angoissés par ça que les bébés. Finalement, ils sont souvent pas forcément inconfortables, mais ça angoisse les parents. Et parfois, s'il est un petit peu gêné, d'abord on lui fait des petits massages abdominaux. On apprend les massages. À la maternité, il y a des ateliers pour ça, donc ça peut être intéressant pour le soulager un petit peu si besoin, tant qu'il est voilà. D'accord. Alors, Vanessa a sa fille de bientôt 2 mois qui n'arrive pas à s'endormir seule dans son lit. Elle ne s'endort que sur sa maman. Alors, que faut-il lui conseiller? Je vous vois hausser les yeux au ciel. Pas grand-chose, c'est normal. C'est un petit bébé qui était dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, qui a appris comme ça en grandissant dans le ventre de sa mère. Et elle est bien dans ses bras parce qu'elle sent son odeur, elle entend sa voix, elle entend son cœur. Et on leur demande peut-être maintenant un petit peu trop vite de devoir s'adapter dans un berceau où ils ne touchent pas les bords. Voilà. Donc déjà, ça peut être des petites techniques. La faire dormir plutôt dans sa nacelle ou dans un couffin un peu plus étroit parce que le grand lit à barreaux, souvent les bébés, ils cherchent, ils s'étirent et il n'y a rien sur les bords alors que ça, ils n'étaient pas habitués puisqu'ils touchaient l'utérus de leur maman. Donc, il n'y a pas... Son bébé, il va s'habituer, il va s'adapter, il lui faut du temps, il faut le mettre de temps en temps dans son berceau pour qu'il découvre. Son environnement.
s'approprier, qu'il découvre et s'approprier son environnement. Oui, 2 mois, c'est encore voilà, parce petit. que Voilà, il a passé un certain temps dans le ventre et maintenant il se retrouve dans un environnement complètement différent. Il faut laisser le temps de s'adapter, de s'approprier son environnement tranquillement. Il faut l'accompagner en fait, sans être trop stressé, disons. D'accord. C'est le mot d'ordre, hein, pas trop de stress. Pas de stress. Nous, on est tranquille, pas de problème. Alors, l'internaute suivante est un peu moins tranquille. Elle a un bébé qui a 2 mois et elle est inquiète parce qu'il a la plagiocéphalie. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que c'est déjà? La plagiocéphalie, c'est l'aplatissement de la tête. C'est la tête plate. La tête plate, soit par derrière, en phase postérieure, soit sur les côtés. Fréquent. C'est un problème, en fait, c'est un problème qui se voit assez souvent chez le nouveau-né par le fait qu'il est allongé sur le dos. Donc, du coup, ça crée cet aplatissement de la tête. Après, on sait que c'est un problème plus fréquent chez les prématurés parce qu'ils sont maintenus dans une position assez longtemps après l'accouchement parce qu'ils naissent plus tôt. Donc, ça favorise cette plagiocéphalie. 2 premiers mois, ça me paraît normal, mais il faudra qu'elle consulte et se faire aider par un ostéopathe. D'accord. Voilà, donc elle peut consulter un ostéopathe tranquillement pour voir si vraiment c'est une... Et elle peut avoir des conseils de changement de positionnement sur les côtés. Est-ce que ça crée une gêne pour le bébé ou pas spécialement? Pas spécialement. C'est plus esthétique, les parents sont inquiets, ils se demandent si la tête va reprendre sa forme. Mais après, il faut voir si c'est vraiment évolutif ou non. Mais bon, on peut, à cet âge-là, c'est assez tôt. De toute façon, la prise en charge, elle est correcte en fait les premiers mois. Donc on peut se faire aider déjà dès le premier mois. En plus là, 2 mois, elle est très jeune. Et quelques petites séances d'ostéopathie. D'ostéopathie, ça peut régler le problème, oui. Alors, mon mari et moi souhaitons faire circoncire notre fils à naître. À quel moment est-ce préférable de le faire, les premiers jours ou pas, et quelles sont les modalités? Alors, la circoncision, on peut la faire dès les premiers jours. Le jour de la naissance? Pas le jour de la naissance, mais à partir de première semaine de vie. S'il n'y a pas de contre-indication médicale essentiellement hématologique au niveau, de toute façon, le médecin qui pratique ou la personne qui pratique la circoncision, il demande toujours un bilan, ce qu'on appelle un bilan préopératoire, sanguin. Donc on peut la faire à partir des premiers jours, jusqu'à un âge tardif, première année ou 2e année. Ça dépend des cultures, ça dépend de l'indication. Donc il n'y a pas un âge. À partir du 7e jour, on peut la faire. Ça, c'est à voir avec son médecin et comment l'organiser tranquillement. Donc il n'y a pas de souci. Et quelles sont les modalités? Les modalités, de toute façon, c'est le chirurgien qui va pratiquer ça. Donc c'est un bilan à faire chez le nouveau-né ou le jeune nourrisson. Et c'est le chirurgien qui pratique. Il n'y a pas de modalité particulière. Donc c'est une prise de sang, puis après, faire pratiquer le geste. C'est tout. D'accord. Alors, question d'Élodie. Que pensez-vous de la sucette, donc de la tétine, et de faire dormir bébé dans le lit ou la chambre des parents? La tétine, c'est un vaste sujet, un vaste débat aussi. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction du bébé, en fonction des parents. On va dire que, est-ce qu'il faut avoir un avis très tranché? Je ne pense pas. Il y a des bébés qui ont un plus grand besoin de succion. Maintenant, il ne faut pas l'utiliser comme un bouchon non plus, dans le sens où un bébé, il a besoin de s'exprimer, il va pleurer parfois, c'est aussi son mode d'expression. Parfois, il faut juste le câliner et ça va rentrer dans l'ordre, pas forcément utiliser tout de suite une tétine, disons pas en systématique. Voilà. La deuxième partie, le faire dormir dans le lit ou dans la chambre. Alors c'est pas pareil déjà dans la chambre et dans le lit des parents et dans la chambre des parents. Non. Et dans son lit, c'est un lit à barreaux rigide, sur un matelas ferme aux dimensions adaptées au lit de l'enfant, sans couette, sans oreiller, sans grosse peluche, dans sa turbulette ou dans sa gigoteuse, à taille adaptée bien sûr à l'enfant, pas trop serré, pas trop large, et dans une chambre à température entre 18 et 20, idéalement 19. Dans la chambre des parents, par contre. Dans la chambre des parents, on conseille les 6 premiers mois. Donc la chambre des parents, mais pas dans le lit des parents, non. Parce qu'on risque en fait l'étouffement. Ou des grands frères et sœurs, enfin pas dans le lit des plus grands. Dans son lit. Dans son lit tout seul. D'ailleurs, on revient à la question précédente. Donc il faut qu'il s'approprie son environnement.
c'est comme ça qu'il s'habitue. Oui. Voilà. Oui, s'il n'est jamais tout seul, en plus, il va avoir du mal le jour. C'est dangereux, ça rejoint en fait la prévention de la mort subite du nourrisson. Alors justement, c'est la question suivante de Aurélie D. Alors malgré le fait de suivre toutes les recommandations concernant la mort subite du nourrisson, cela reste très angoissant. Jusqu'à combien de mois le risque est-il important? 6 mois, les 6 premiers mois. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on recommande de faire dormir le bébé dans la chambre des parents aussi et d'avoir un environnement favorable pour qu'il respire bien, une chambre aérée, tout ça, c'est ce qu'on disait. Mais respectant les recommandations, il ne faut pas en fait se mettre la pression. Je dis à cette maman, il faut qu'elle ne se stresse pas, si on peut dire ça. Donc elle respecte les recommandations de bon sens. Donc le faire dormir dans la chambre des parents, si le lieu est adapté, si on a en fait l'environnement adapté, si on n'a qu'un studio ou si on a un pavillon, c'est un petit peu différent. Mais recommander dans la chambre des parents, s'il y a je ne sais pas si dans la famille comment elle est composée, s'il y a d'autres frères et sœurs, mais idéalement la chambre des parents, dans son lit à lui, donc lit à barreaux fermes, matelas en fait rigide, matelas ferme, et sans couette, sans oreiller, sans grosse peluche, dans sa turbulette, avec une température qui ne dépasse pas les 20 degrés. Et sur le dos? Et sur le dos. Et sur le dos. Voilà. Sur le dos les premiers mois. Après, on sait que, pas vraiment sur le dos, parce qu'on sait que l'enfant, il dort. Comme la tête, elle est lourde, l'enfant, il se retourne de lui-même. Donc, il est à 3/4, mais sur le dos. Sur le dos. Dans la mesure du possible, sur Exactement, le dos. sur le dos. De toute façon, après, on sait que l'enfant, à partir de 4e mois, il commence à se retourner. Donc, voilà, s'il préfère être sur le ventre, on ne peut plus rien y faire. Sur le ventre, oui. Mais bon, il se retourne. Mais le premier mois, c'est sur le dos. Sur le dos. Alors, question de Nat. Mes 2 premiers enfants ont eu la jaunisse. J'aimerais savoir si mon 3e va l'avoir, comment ça va être pris en charge et si je devrais rester plus longtemps à l'hôpital. On ne peut pas prévoir. C'est pas parce que les 2 premiers ont fait une jaunisse que le 3e va en faire une aussi. Oui, il n'y a rien de génétique. Non. Donc en fait, oui, s'il fait une jaunisse et qu'il doit aller sous les lampes, effectivement, elle restera plus longtemps normalement. Ça, en fonction, on essaye quand même de s'adapter un petit peu, faire les séances en fonction des parents aussi. Et la jaunisse, c'est un problème aussi à part, ce qui touche le nouveau-né. Bon, la jaunisse, elle a plusieurs causes. Ce qu'on appelle l'ictère en termes médicaux. Il y a ce qu'on appelle l'ictère en fait qui est physiologique. On sait que tous les nouveau-nés pratiquement ils font une jaunisse qui reste dans les normes, qui ne nécessite pas vraiment ce qu'on appelle la photothérapie, c'est de passer sous lumière bleue. Il y a certains qui font une jaunisse pour une raison autre, médicale, incompatible et tout ça, mais on ne peut pas savoir à l'avance. Donc on verra de toute façon. Oui, c'est pas parce que les 2 premiers ils ont fait une jaunisse que le 3e il fait forcément une jaunisse. Il y a un risque qu'il fasse une jaunisse parce que les 2 premiers ils ont fait une jaunisse, mais pas obligatoire. Pas systématique. D'accord. Alors Esther voudrait savoir si elle peut partir en avion long courrier, un vol de 12 heures, avec un bébé de 2 mois. Elle va partir où? Ça ne le précise pas. Peut-être aller voir la famille qui est loin. C'est vrai que parfois, il y a des voyages qu'on peut difficilement reporter. Après, il faut voir l'impératif du voyage. Mais en termes de base, il n'y a pas de contre-indication. Le fait de prendre l'avion, c'est pas du tout... Il n'y a pas de contre-indication pour faire prendre un avion pour un nouveau-né. Donc, on peut prendre l'avion. Après, il faut voir pourquoi on voyage. Est-ce que c'est vraiment... On est obligé de voyager les 2 premiers mois ou on peut le retarder ou le voir reporter. La destination aussi. C'est vrai qu'il y a des pays peut-être qui sont moins adaptés avec des nourrissons. 12 heures, oui, 12 heures, c'est peut-être... Il faut voir les conditions locales à l'arrivée, l'accueil du bébé, ça peut être un gros stress aussi. Si c'est pas un voyage primordial qui est vraiment obligatoire, c'est quand même, ça peut être stressant pour les parents, ça peut être un voyage qui peut être difficile pour le bébé aussi. Malgré tout, ça reste l'avion. On sait que même nous, quand on prend l'avion, on n'est pas dans notre état normal. Après, il faut voir si c'est très important ou pas. Mais à la base, il n'y a pas de contre-indication pour faire voyager un nouveau-né. Si c'est pour des vacances, peut-être aller plus près. Voilà. Si, reporter et voir. Plus tard, mais il y a des bébés qui le tolèrent très bien. S'il y a un impératif, ça c'est à voir. Il n'y a pas de contre-indication. Il faut l'organiser, demander conseil à son pédiatre. Oui, voilà, il ne faut pas que le bébé ait de problème d'oreille ou de... Il faut demander le conseil à son pédiatre à 2 mois. De toute façon, normalement, il devrait avoir un médecin. Donc, Alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est une question de Mag. La bronchiolite est de retour.
Par prévention, doit-on moucher bébé avec une dose de sérum Phi par jour ou est-ce que le lavage du nez n'est pas nécessaire? Alors, on revient à la question qui a été posée précédemment, donc qui touche la prévention. La bronchiolite, on est en plein dedans, c'est une pathologie respiratoire qui touche le jeune nourrisson de 0 à 2 ans, qui commence fin septembre jusqu'à fin mars, qui est dû essentiellement à un virus qui s'appelle le VRS, le virus respiratoire syncytial, qui touche ça peut se limiter à juste ce qu'on appelle une petite rhinite, un encombrement nasal, le nez qui coule, et ça peut toucher les bronches, c'est au cas extrême. En termes d'atteinte, elle est très variable, en fait, en termes de retentissement sur l'état de jeune nourrisson ou nouveau-né. Les précautions d'usage, il y a deux parties, en fait, il y a deux volets. Il y a la prévention qui touche tout le monde, donc c'est éviter les lieux avec un jeune nourrisson, les lieux publics, centres commerciaux, les transports en commun, les hôpitaux, s'il n'y a pas de nécessité d'aller à l'hôpital. Lavage des mains, ça c'est prévention de base. Ne pas en fait tousser sur un nouveau-né, éviter les éternuements. Et après, il y a les précautions quand il y a une notion de contact familial. Donc les frères et sœurs, éviter les bisous sur la joue, sur les mains. Le mouchage systématique, non. Si l'enfant n'est pas atteint, donc c'est pas la peine de l'embêter avec ça. À titre préventif, c'est pas utile. C'est pas utile. On fait les toilettes en fait quotidiennes, on débouche un petit peu les narines avec comment on montre aux mamans de faire ça on nettoie avec un petit coton, voilà, mais on va pas. Ça peut être un peu. Mais il n'y a pas nécessité de faire ce qu'on appelle des infections rhinopharyngées, les DRP, des infections rhinopharyngées chez un nouveau-né qui n'a pas d'essai de bronchiolite. Donc voilà. Oui, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de maladie déclarée. C'est la prévention. Voilà. C'est la prévention qui prime. Faire attention aux visites, les gens qui viennent nous voir qui sont malades, je pense qu'il faut leur dire attendez un peu quelques jours, on peut se voir un peu plus tard. Mais... Ça paraît simple, mais en fait parfois on a prévu de se voir et puis du coup les gens disent je viens mais je m'approche pas, j'ai un rhume. Non, viens la semaine prochaine. Ce sera mieux. Il y a lavage des mains, pour ça, c'est vraiment il y a une notion de contact familial, que ce soit les parents, les frères et sœurs. Et éviter les sollicitations externes, en fait, extérieures. Oui, c'est vrai que là, c'est de la période des fêtes, on bouge, on voit du monde, faire un petit peu attention à ça. Quoi. Alors, question de Gala, quel est votre avis sur les cocoon baby pour les siestes, pour les poser en vue dans le salon? Moi, je ne suis pas très pour, en fait, ça ne sert à rien. Alors, c'est les petits matelas un peu ergonomiques, c'est ça? C'est valable, en fait, pour les prématurés, parce qu'ils ont un tonus, en fait, pour maintenir un petit peu le tonus. Ils ont une petite hypotonie. Mais un nouveau-né à terme, jeune nourrisson, il n'a pas besoin de ça. Donc il a besoin d'une liberté. Donc cette maman, elle peut faire l'économie de ça. Ça fait partie des gadgets assez chers. Au contraire, un bébé, il a besoin de pouvoir bouger lui-même. En fait, il a besoin d'avoir cette liberté de mouvement et de s'installer parfois comme il était dans l'utérus parce que ça lui convient bien, parce qu'il il était bien dans ce sens-là et donc il va s'y remettre. C'est pas la peine de l'empêcher, en fait. Il va s'adapter tout seul. C'est vrai que c'est un côté pratique parce qu'on déplace le petit matelas avec le bébé dedans, on peut le poser un peu partout. En plus, ça favorise la plagiocéphalie parce qu'on le bloque dans une position. Donc non, elle peut faire l'économie de ça et laisser l'enfant dans sa turbulette, s'il est jeune, puis après laisser sur son tapis d'éveil, pour qu'il s'approprie son environnement. Donc il faut l'accompagner dans son apprentissage, mais il n'est pas la peine de lui acheter ce type de gadget. Faire des économies, acheter autre chose. Il y a suffisamment de choses à acheter. Exactement. Alors, question de Noctambule, combien d'heures par jour va dormir mon enfant durant ses premiers jours de vie? Faut-il l'habituer dès le début à dormir la nuit plutôt que le jour? Très optimiste. Si elle y arrive, je veux bien savoir. C'est compliqué d'apprendre à un bébé à dormir la nuit. Ça va se faire progressivement. Ça dépend en plus comment il est nourri, si c'est au sein ou au biberon. Donc non, un bébé qui ne dort pas la journée ne va pas forcément dormir la nuit. Ça n'a pas de lien. Voilà, il y a des parents qui me disent j'essaye de le tenir éveillé pour... mais non, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, justement, il va être très nerveux cet enfant parce qu'il est fatigué. On sait que nous, quand on est très fatigué, on a du mal à s'endormir, parfois on est nerveux. Ça rend irritable. Un bébé qui dort bien en journée, parfois va très bien dormir la nuit la plupart du temps. Le sommeil appelle le sommeil. Oui, puis ça se met en place en général au bout de 3 mois. On sait que l'enfant il dort entre 15 et 17 heures par jour.
donc les premières semaines, les premiers mois. Donc voilà, il va faire son rythme, il va de lui-même. Hein. Donc il faut le laisser dormir à son rythme. Il y a plus ou moins des gros dormeurs, on va dire. Et voilà, il faut s'adapter à son bébé, effectivement. Bon, être patient. Voilà, exactement. Et dormir dès qu'il dort. Profiter de son sommeil pour récupérer. Alors, question d'Esther. Mon bébé a un seul testicule. L'autre testicule, nous ne savons pas s'il ne descend pas ou s'il est inexistant. Doit-on attendre pour prendre une échographie? Et donc, s'il est existant, quand descendra-t-il tout seul? À quel âge? Elle ne précise pas. Normalement, c'est au médecin de chercher. C'est pas aux parents. Oui, c'est... Donc voilà. Donc qu'ils demandent à leur pédiatre... 2 mois apparemment. 2 mois, donc ils demandent à leur pédiatre qu'ils cherchent le deuxième testicule. Et qu'on sait après, il va leur donner des conseils nécessaires. Oui, c'est à lui de rassurer les parents quand même. C'est au pédiatre qu'ils cherchent le testicule. On va lancer un avis de recherche. D'accord. Voilà, c'est au pédiatre de lancer un avis de recherche. Le message est passé, en espérant qu'il le trouve, mais bon, qu'il le cherche au moins. Alors, est-ce normal qu'un bébé de 2 mois mange beaucoup? Donc, elle précise 3 biberons de 150 ml et au moins 6 tétés. Donc, elle précise qu'il pèse plus de 6 kg et mesure plus de 60 cm. Je vois vos sourcils qui se... Donc, est-ce que ce ne serait pas un peu beaucoup? C'est effectivement un petit peu extrême. Mais quelle est exactement la question? J'ai pas. Est-ce que c'est normal qu'il mange autant? Effectivement, c'est peut-être. Alors, on dit à la demande, mais enfin, à la demande, ça ne veut pas dire qu'il doit manger tout le temps. Dès qu'il est en éveil, il a le droit d'être en éveil, ce bébé, sans manger. Ouais. Donc, il faut apprendre aussi parfois à le faire patienter un petit peu. Alors, évidemment, on ne va pas le laisser hurler, c'est pas le but, mais lui donner à manger, faire une pause, voir s'il réclame encore. Voilà, le faire patienter, essayer d'espacer un petit peu, parfois ça peut aider parce que c'est effectivement beaucoup. Et 6 kilos à 2 mois, c'est pas mal. Il prend bien, il faut voir quel était son poids de naissance aussi, parce qu'on ne connaît pas son poids de naissance. S'il est né déjà à 5 kilos, c'est sûr que voilà, pareil. Mais... du coup, voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, dans l'absolu, 3 biberons de 150 et 6 tétés, à 2 mois, c'est beaucoup. À 2 mois. Après, les tétés, peut-être, sont pas. Il prend peut-être pas beaucoup. Pas beaucoup, et donc après, il faut voir. Il faut juste pas lui donner tout le temps, même sans qu'il demande. Il faut voir en fait son rythme de croissance sur le temps, sur les 2 mois, s'il suit son couloir de croissance. Voilà, il faut voir aussi le poids de naissance de ce jeune nourrisson. D'accord. Alors, question de Fabrizia. Mon bébé de 3 semaines souffre de RGO. Est-ce que vous conseillez l'utilisation d'un plan incliné ou d'un coussin incliné pour le coucher? Alors maintenant, dans la prise en charge du reflux gastro-œsophagien, qui est appelé le RGO, le seul moyen thérapeutique qui est en fait confirmé, si on peut dire, c'est les formules avec un lait, avec un épicissant. D'accord. Voilà. C'est les laits anti-reflux. C'est les laits anti-reflux. Qui est validé, je veux dire, par ça. Tout ce qui est positionnement, maintenant on revient dessus. D'accord. Voilà, c'est pas nécessaire d'incliner ni la tête. On peut incliner un petit peu. Ça évite plutôt les fausses routes, mais pas le reflux. D'accord. Ça, il faut le savoir. Après, si vraiment ça ne marche pas avec une forme d'épicerie, il faudra voir s'il n'y a pas autre problème, mettre un traitement médicamenteux, ou si vraiment il est gêné par ça, s'il a des problèmes, un retentissement autre, pleurs incessants, ou il y a d'autres signes cliniques. Mais l'inclinaison n'est pas vraiment obligatoire, disons, dans le traitement de la prise en charge du reflux gastro-œsophagien. La seule méthode qui a fait ses preuves, c'est le lait épicé. Ce qui est validé maintenant, c'est les formules, ce qu'on appelle une formule anti-reflux, les anti-reflux. D'accord. Et puis câliner son bébé. Parce que ça leur fait le basser peut-être un peu, voilà, le rassurer. Ça lui fait du bien. Si effectivement c'est des bébés qui sont douloureux ou qui sont pas bien, et ben le garder. Y a pas de, on sait qu'il n'y a pas de caprice chez les nouveau-nés, et donc il faut le soulager. Parce que le positionnement, ça a été utilisé à un certain moment, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, mais beaucoup même dans les hôpitaux, en proclive. Et maintenant, on revient dessus et c'est vraiment... Ça ne guérit pas, en fait, le reflux. Hein. Ça évite les fausses routes, mais ça ne guérit pas le reflux. Mais ce n'est pas dangereux. C'est pas dangereux, mais c'est difficile à réaliser. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas nécessaire, disons. Voilà, alors, question de Steph. Bonjour, mon fils a 3 semaines. Il a pu faire quelques nuits en dormant 4 ou 5 heures d'affilée, mais depuis plusieurs nuits, il se réveille toutes les 2 heures pour téter. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que mon lait n'est plus assez nourrissant?
Il a quel âge? 3 semaines. 3 semaines. Alors, il avait commencé donc à aller vers des nuits plus... C'est par étapes. Ouais, c'est par étapes. Souvent, il y a des bébés qui commencent leur nuit, on se dit « Ah, ouf, ça y est. » Eh ben non, en fait... Ouais, il y a des petits retours. Il y a des retours. Donc, il va... S'il avait commencé, il devrait poursuivre dans sa lancée, mais il lui faut un petit peu de temps. Et le lait, à 3 semaines, si le bébé déglutit bien, si on voit qu'il y a des vrais signes de succion corrects, elle peut se faire aider par des sages-femmes à domicile, en PMI aussi. Il y a des conseillères pour ça, pour la position, pour voir si le bébé tète bien. Elle doit le sentir aussi elle voit si quelque chose a changé ou pas. Mais parfois aussi, le bébé réclame plus parce que il grandit, ce qu'on appelle entre guillemets les poussées de croissance, qui pareil sont parfois un peu fourre-tout, mais il y a des moments où il y a des bébés qui réclament un petit peu plus et il faut que le sein ait le temps de s'adapter. C'est pas comme un biberon où hop, on met une dose en plus et du coup on cale le bébé. Là, le sein va s'adapter, mais il faut parfois quelques heures, quelques jours. D'autant plus que ça a été remarqué que dans les 15 jours ou la deuxième, troisième semaine, qu'il y a une diminution de la lactation chez les femmes. D'accord. Ça c'est un problème qui est connu. Après, si l'enfant il grossit régulièrement, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Bon, c'est juste que 3 semaines, c'est un peu tôt pour faire déjà ses nuits. Donc voilà, c'est tôt, effectivement. C'est une petite régression. Il faut qu'elle se fasse confiance, cette maman, et continue l'allaitement maternel. Alors, Gigi71 voulait savoir si à la maternité, il faut éviter de faire un bisou au nouveau-né, car elle a vu qu'un bisou pouvait être dangereux pour le bébé. Et est-ce qu'il faut éviter le contact du bébé avec le chien de la maison, qui est lui-même sensible, donc c'est un bulldog français, pour éviter toute allergie? Je souhaiterais les promener ensemble néanmoins. Alors, c'est pas pareil faire un bisou à son bébé et le mettre avec le chien déjà quand même. C'est le bisou à son bébé ou bisou au bébé? Oh, je pense que c'est au sien. Faire un bisou, est-ce qu'elle peut faire des bisous à son bébé? Oui. Première question. Et deuxième question, est-ce qu'elle peut le mettre avec le chien? Le fait de ne pas câliner, embrasser son bébé, je pense que c'est plus délétère pour lui que les risques avec le rhume. Voilà. C'est important, comme on a dit, selon son état de santé, l'état de santé de chacun. Sauf si elle a la grippe. Si elle a une grosse grippe, c'est pas on va pas. Elle se lave les mains. Elle se lave les mains, elle fait attention, mais elle va continuer à s'en occuper. Après, le chien, il y a plein de gens qui ont un chien, pour autant ça pose pas de problème. Alors on est toujours méfiant avec les animaux, donc ça c'est les mesures de base avec les enfants, on sait pas comment un chien peut réagir, surtout avec un tout petit parce que ils avaient toute l'attention, ces animaux, et puis il y a ce petit truc qui vient leur brailler dans les oreilles, ils comprennent pas, donc ça il faut être prudent. Maintenant, oui, le chien ne va pas lui faire des grosses léchouilles sur le visage, ça ce serait bien d'éviter dans l'idéal, mais évidemment qu'elle peut promener son bébé et son chien ensemble, voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'elle continue à vivre. Voilà. Et faire des bisous à son bébé. Et faire des bisous. Et à son chien, si elle veut. Et au chien, si elle veut. C'est pas dangereux. Non. Alors, question d'Anaïs 13. Ma fille est née le 18 septembre et elle ne prend que 5 biberons de 150 ml de Gallia Digest. La pédiatre souhaite qu'elle en prenne 6, mais elle fait des nuits de 10 à 11 heures. Faut-il vraiment la réveiller pour en prendre? Elle dort paisiblement. Alors, moi, ça me gêne de réveiller un nouveau-né de façon pour dormir, pour manger plutôt. Donc, voilà. Si elle a retrouvé en fait sa ration, si elle grossit régulièrement avec ça, il faut la laisser à cette ration-là. Mais on ne réveille pas un enfant pour lui donner un biberon. Il va mal le prendre en plus. Exactement. Il faut peut-être guetter les moments d'éveil pour lui donner son biberon, mais pas le réveiller, le tirer de son sommeil pour lui donner un biberon. En plus, si elle prend sa ration journalière adaptée à son poids, donc voilà, il faut la laisser à 5 oui, si elle les digère bien, si elle prend bien. Surtout si elle grossit, si elle prend du poids plutôt. Avec cette ration, donc ça veut dire que ça lui suffit. Il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Il faut s'adapter à chaque bébé aussi. C'est vrai que quand on regarde les quantités sur les boîtes de lait, non, tout ça, il ne faut pas, parce qu'en fait c'est le problème, c'est que les mamans elles disent oui, mais c'est vrai que quand on n'a pas de repère, on regarde ça et c'est vrai que c'est assez anxiogène. Les premiers jours, on respecte de toute façon une certaine ration chez le nouveau-né, en sachant que le nouveau-né il se règle de lui-même en termes de quantité, un nouveau-né qui va bien, qui est bien portant, qu'il n'y a pas de pathologie derrière. De lui-même, il va trouver son rythme de tétée, de rythme de biberon et sa quantité.
Donc il faut voir sur le temps et sur la croissance, enfin, ce qu'on appelle pondérale, et les pesées voilà, régulières en PMI, chez le pédiatre, chez le médecin, pour voir combien il prend et combien il doit prendre. Mais bon, alors justement, pour rester dans ce sujet, il y a une question d'anonyme. Donc ma fille a 1 mois et demi, quelle quantité de lait doit-elle boire la journée? C'est elle qui va en fait déterminer la quantité à prendre. Hein. Souvent, 1 mois, ils sont aux alentours de 120 x 5, voilà. 6 maxi, 120 x 5, 120 millilitres. D'accord, un peu moins, un peu plus. Voilà, exactement. Mais bon, il y a une ration en fait journalière, mais grosso modo, c'est 5 TT l'idéal, 1 mois, à la fin du premier mois, 6 maxi. Voilà, ça c'est pour un nouveau-né qui prend le biberon, bien sûr. Oui. Voilà, pas de sein. Alors, on reste sur l'alimentation avec Émilie, donc mon fils de bientôt 7 mois, donc là c'est un plus grand, prend 4 biberons par jour de 210 avec un demi-pot de salé, un demi-pot de sucré et un yaourt. Mais depuis plusieurs jours, le premier biberon du matin n'est plus à 5 heures mais à 3 heures. Je me demande si je dois augmenter les quantités. Je précise que c'est un grand bébé, aujourd'hui 72 cm pour 10 kg. À la naissance, 55 cm pour 4,7 kg. Alors, à 7 mois, déjà, il est en diversification alimentaire complète. Donc, il devrait être à 4 repas par jour. D'accord. Là, il a 4 bibes et des petits pots, des yaourts. Avec un biberon le matin, de 210 à 250, 250 généralement à cet âge-là. Avec un repas complet à midi, légumes, viande, parce qu'il a déjà en fait, les protéines d'origine animale, parce qu'il a 7 mois, donc on peut introduire déjà les viandes, un fruit, un dessert. À 16 heures, il y a son goûter, pareil. Souvent, c'est un fruit, yaourt ou 2 petits Suisses, plus ou moins un biberon. Et le soir aussi, un repas en termes de légumes et fruits. D'accord. Donc voilà, il devrait être... plus diversifié. Voilà, plus diversifié qu'une ration lactée en fait prédominante. Parce que là, je vois qu'il prend plus du lait que de légumes fruits. C'est peut-être pour ça qu'il réclame. Voilà, il devrait faire l'inverse en fait. Insister sur tout ce qui est protéines, en fait, fruits, légumes, protéines d'origine animale, fruits et une ration lactée de 400 à 500 ml par jour maximum. D'accord. Donc, voilà. Donc moins de biberons, plus de vrais repas. Plus de vrais repas. C'est peut-être 7 mois, de toute façon. Peut-être ce qui le réveille le matin. Je conseille cette maman de regarder la page 29 sur le carnet de santé, où il y a des repères d'alimentation qui sont bien notés de 0 à, je pense, à 2 ans. Oui. Donc elle regarde la page 29 sur son carnet de santé du bébé, où c'est bien expliqué. Oui. Donc voilà, tout simplement. Et elle demande aussi conseil à 7 mois, normalement, il est suivi, soit en PMI, soit en pédiatre. Oui. Bien sûr. Alors, Sophie, 57, mon enfant de 11 semaines est en allaitement exclusif. Je voudrais commencer le lait infantile pour me permettre de souffler un peu. Comment faire? Remplacer d'abord la tétée du soir? Alors, toutes les mamans ont tendance à remplacer la tétée du soir parce que on a l'impression qu'ils vont mieux dormir comme ça. Ouais. En fait, il n'y a pas forcément une tétée plus que l'autre. Peut-être que c'est ce qu'on disait, si elle doit passer au biberon, c'est l'idéal ce soit que quelqu'un d'autre lui donne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc peut-être qu'en fonction des disponibilités aussi dans la famille, si c'est pour lui donner vite le soir parce qu'il y a d'autres enfants à la maison et qu'on se dépêche, voilà. Je pense qu'il faut que ce soit dans une ambiance satisfaisante, dans le calme, et voilà, progressivement. Donc oui, un biberon, après elle voit, en fait, peu importe quel biberon elle commence à intégrer, mais qu'elle voit aussi si au début il accepte et les quantités qu'il veut bien prendre. Donc voilà. Mais pas de règles. Oui, c'est ça. Non, ça va dépendre beaucoup de gel aussi. Oui, voilà, ça dépend beaucoup de chaque bébé. C'est à elle de trouver en fait on peut dire la solution. Il n'y a pas de règles. Il faut qu'elle essaye, Si elle veut commencer à diversifier, il faut essayer et voir comment ça se passe. Et en fonction de la réaction de son bébé, du coup, s'adapter et demander conseil en fonction. Alors, question d'anonyme, mon bébé est enrhumé et quand je lui lave le nez en injection de Séron Phi, le produit ne ressort pas à chaque fois par l'autre narine. Du coup, il avale du produit. Est-ce que c'est grave? Y a-t-il un risque que les microbes tombent dans la gorge et plus bas dans les bronches? Alors,
Quand on fait, il faut déjà demander aux soignants, soit la PMI, soit on revient toujours au même personnel, soignants, PMI, médecins traitants, pédiatres, pour apprendre à faire ce qu'on appelle les bons DRP, les bons désinfections rhinopharyngées pour un nouveau-né ou un jeune nourrisson qui est enrhumé, donc il nécessite faire la bonne façon de faire la DRP. Si ça ne sort pas de l'autre narine, bon, c'est pas grave, hein, donc ça veut dire qu'il a la narine bouchée, donc il faut peut-être insister, changer de position. Et s'il ingère le produit de sérum physiologique, c'est pas grave. C'est totalement inoffensif. Oui. S'il l'ingère, si ça passe dans l'estomac, c'est pas grave du tout. Donc le risque, il faut bien le mettre en position latérale, sur le côté, faire la bonne DRP, changer de côté, faire la même chose. Mais s'il avale le produit, c'est pas grave. De toute façon, ça va passer dans l'estomac, c'est du sérum fille, c'est du sérum salé. Oui. Ça fait pas de mal, disons. Mais donc, bien le mettre sur le côté. Voilà, c'est peut-être ça la clé. Voilà, si elle le laisse sur le dos, l'allonger, voilà, l'allonger sur le côté. Il y a deux astuces en fait. Bien mettre sur le côté et bien maintenir la tête. Et peut-être même se faire, non, parce que là c'est désagréable. Et peut-être se faire à deux. Oui, parce qu'ils peuvent se débattre un peu. Non, parfois ils ne laissent pas faire. Parfois ils n'aiment pas ça. Donc voilà. Ouais. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide et voilà. Pour le maintenir. Pour les nouveau-nés, c'est un petit peu agressif parce qu'ils sentent ça comme une petite agression. Donc il faut les rassurer, il faut vraiment se mettre en bonne condition pour le faire d'une façon efficace. D'accord. Alors, quand doit-on passer d'une tétine débit 1 à débit 2? Comment sait-on si son bébé a un RGO? Et à partir de combien de vomis par jour doit-on s'inquiéter? C'est un bébé d'1 mois et demi et c'est une question de Lily. La tétine, ça va dépendre de la succion de chaque bébé. Hein. On va voir que s'il a l'impression de déborder, que ça va trop vite et qu'on entend un glouglou qui va trop vite, on va le voir en fait. Oui. On va voir que son bébé, il ne déglutit pas normalement et que ça l'étouffe presque. Si ça va trop vite, il va avaler de travers, quoi, quasiment. Donc, le but d'une tétine, c'est qu'il y ait une succion. C'est que lui, finalement... tire sur le lait. Donc ça, le débit, ça va dépendre de chaque enfant. C'est même pas une question d'âge. Un bébé qui fait 3 kilos à la naissance et un bébé qui fait 4 kilos, ils vont pas évoluer de la même façon non plus. Donc voilà. Donc après, ça, c'est pour la tétine. Voilà. Pour le RGO, comment on sait si le bébé a un RGO? Le RGO, c'est un enfant qui vomit beaucoup, qui est inconfortable. Le RGO, de toute façon, c'est des vomissements. C'est un enfant qui vomit à chaque biberon, qui est inconfortable, qui est douloureux, qui fait des grimaces quand il prend sa tétée, qui des fois même refuse de prendre que ce soit la tétée ou le biberon. Voilà, c'est pas les simples rejets, hein, les simples remontées. Ça, c'est une symptomatologie physiologique, ça c'est normal. Hein. De tout temps, on a connu les enfants avec des bavoirs. Donc ça, c'est pas de RGO. Mais le vrai RGO, c'est une symptomatologie assez importante avec des vomissements, de l'inconfort, des pleurs, voilà, c'est ça les signes. C'est ça le vrai RGO. Il y a beaucoup de bébés qui régurgitent sans pour autant avoir un reflux. Il ne faut pas que ça inquiète les mamans, en fait. Et alors, à partir de combien de vomis par jour doit-on s'inquiéter? Il n'y a pas de règle. Mais bon, si l'enfant, comme je viens de dire, qu'il vomit à chaque biberon... ça dépend si c'est à distance du repas ou juste après. Il faut s'inquiéter, mais bon, après, il n'y a pas de règle. En fait. On ne peut pas dire qu'au bout de 3, 4, 5, 6... oui, parce qu'il y a plein d'autres choses à regarder aussi. Oui, un bébé qui mange trop, il va régurgiter. Si on lui donne trop d'un coup, il va régurgiter alors qu'il n'a pas forcément de RGO associé. Voilà. Alors, bonjour, ma fille a 2 mois. J'ai une ordonnance pour lui faire les vaccins Infanrix et Prévenard, mais j'appréhende de les faire. Est-ce que je suis obligée? Quels sont les risques de ces vaccins et dois-je les faire séparément ou ensemble? Alors, le risque, il n'y a pas de risque pour faire ces vaccinations. Ouais. On peut les faire en même temps. C'est mieux de les faire en même temps. Ça évite de piquer l'enfant plusieurs fois et d'avoir des consultations répétées. Le seul effet secondaire, disons, pour ce genre de vaccination, c'est d'avoir un petit pic fébrile dans les 48 heures qui suivent la vaccination. Ça ne dépasse jamais les 38,5. On a 5 à 10% des enfants qui font un petit peu de fièvre. Pas les 90%, ils font rien du tout. Donc voilà, obligé, ça c'est un autre... Alors ces vaccins-là ne font pas partie des vaccins obligatoires?
Il y a 3 qui sont obligatoires dans le 2, parce que On a parlé de l'enfant RIX. L'enfant RIX, c'est Prévenard. Et le Prévenard, il y a 7 vaccins qui sont les 2 injections, en fait, ils font les 7 vaccins. Mais sur les 7, il n'y a que 3 qui sont obligatoires légalement maintenant. À partir du 1er janvier, il y en aura plus. Ils seront dans l'obligation. Après, c'est un autre débat. Oui. Mais bon, pour lui dire que... Mais si c'est obligatoire, de toute façon, après, le certificat est demandé pour l'entrée en collectivité. Mais il faut rassurer cette maman et les vaccinations, bon, il faut les faire. Il faut les faire, il n'y a pas de risque. Il y a plus avec la maladie. Plus de bénéfices que de risques. Alors, question d'anonyme, combien de temps faut-il attendre pour recoucher un bébé de 1 mois et demi après son biberon? Et comment être sûr qu'il ne va pas s'étouffer quand on va le recoucher? Alors, c'est bien de le laisser digérer, je pense, comme pour nous, on n'a pas envie de se coucher après notre dernière bouchée de dessert. Bon, c'est pareil pour lui. Disons au moins un quart d'heure. Dans l'idéal, un quart d'heure. Si c'est un bébé qui n'a pas d'autres symptômes, qui va bien, voilà, le laisser droit contre ses parents ou dans son petit transat si c'est assez relevé, au moins 15-20 minutes dans l'idéal. Après, comment être sûr qu'il va pas s'étouffer? Un bébé, ça s'étouffe pas. Un bébé, il tourne la tête. On a beaucoup d'idées reçues là-dessus. On veut les caler sur le côté, alors qu'en fait, un bébé qui est inconfortable et qui va avoir des rejets, il va tourner sa tête et il va régurgiter. Il y a des réflexes quand même chez les nouveau-nés. Il a des réflexes, exactement. Il faut le laisser faire. Voilà. Alors, une question qui va être la dernière, puisque le live chat touche déjà à sa fin. Déjà ? Eh oui. Ça s'est passé vite. Oui, il y avait encore beaucoup de questions, mais il faut bien s'arrêter à un moment. Donc, ce sera la question d'anonyme. Vous dites qu'il faut que le nouveau-né soit dans la chambre des parents, idéalement jusqu'à ses 6 mois. Si ce n'est pas possible, sachant que le bébé sera dans la chambre juste à côté avec un écou de bébé, est-ce que ça va quand même ? Et que pensez-vous du cale-bébé dans cette situation? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment mettre la nacelle dans notre chambre? Mais je ne trouve pas ça confortable. Alors, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit dans la chambre? Est-ce qu'on lui met un cale-bébé? Est-ce qu'on met un écou de bébé? Ça, c'est des recommandations pour la prévention contre la mort subite du nourrisson. Après, voilà, moi, cale-bébé, ce n'est pas nécessaire. Hein. Après, mettre l'enfant dans la chambre à côté... Après, il y a des parents qui n'arrivent pas à dormir avec un nouveau... Dans l'idéal, on recommande, nous, en tant que soignants, qu'il soit dans la chambre. Et un bébé, ça fait beaucoup de bruit en dormant, ça perturbe parfois des parents. Si c'est pas possible pour eux, soit d'un point de vue logistique, soit parce qu'ils n'arrivent pas, dans ce cas-là, il ira dans sa chambre et il va s'habituer comme ça. Voilà, il y a un écoute bébé, il est dans la chambre à côté, on peut laisser les portes ouvertes. S'il réclame, on va le voir. Voilà, il n'y a pas de. Il faut. Là, ça rejoint. Il n'y a pas que la prévention, parce qu'il y a aussi la prévention, mais c'est aussi l'état de l'enfant. Parce que l'enfant, il a besoin d'une présence, d'une assurance, les premiers mois. Donc, l'idéal, c'est d'être dans la chambre des parents. Après, si on ne peut pas pour une raison ou pour une autre, en sachant qu'il faut apprendre à vivre avec un nouveau-né, une nourrisson, ça met du temps. Parce qu'il faut que cette maman comprenne que. Elle a signé un contrat, un CDI, avec ça. Donc voilà, c'est révocable. Donc voilà, après, bon, il y a toujours des solutions. Oui, des petits arrangements. Des arrangements. Mais il faut dire... Dans l'idéal, c'est la chambre des 6 premiers mois, minimum 3 premiers mois, disons. D'accord. Mais le cale-bébé, non, c'est pas nécessaire du tout. D'accord, c'est encore un gadget. C'est un gadget, oui. Maintenant, voilà, faut dire aux mamans qu'elles se fassent confiance, qu'elles s'adaptent. Ce sera la conclusion peut-être, voilà, pour terminer. Qu'elles se fassent confiance, qu'elles s'adaptent à leur bébé, qu'elles s'écoutent elles-mêmes. Et voilà, c'est ça qui est important surtout, parce on entend tellement de choses qu'on ne sait plus faire le tri dans toutes ces informations, alors qu'on connaît très bien son bébé, donc il faut qu'elle se fasse confiance. Confiance, simplicité, l'entraide. Et demander aussi de l'aide aux professionnels de santé. Hein. Donc, si on est vraiment dépassé, il faut demander. Il faut déjà se faire confiance. Il faut que la maman, il faut qu'elle se fasse confiance et en même temps s'entraider dans la famille proche, avec le papa, s'il y a aussi des grands-mères, s'il y a de la famille en fait. Et aussi, n'hésitez pas à demander aussi de l'aide aux services de santé, PMI, médecins traitants, pédiatres, pour avoir des conseils. Ne pas se laisser submerger. Exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et puis pour les internautes, vous retrouverez donc le replay de ce live chat très bientôt sur le site de Ramsay Général de Santé. Et puis d'autres rendez-vous à suivre très vite.